Je m'appelle Caroline Garnon et je dirige une agence de communication événementielle. Ça fait 15 ans que j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs passionnants au travers des événements que l'on organise. Ce lien humain, c'est ma plus grande richesse. Avec ce podcast, je vous partage un peu de ce trésor. Bienvenue dans Pour de vrai. À chaque épisode, une histoire authentique et inspirante. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Balmel, PDG du groupe Actua. Nous parlerons ensemble de l'authenticité au travail et de Génération Beta. Bonne écoute à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent pour ce podcast. C'est une première pour toi? Tu as déjà fait cet exercice? Jamais. Jamais. Et ça va, ça te paraît facile de parler à ce micro un petit peu de l'homme Mathieu Balmel plutôt que le patron d'entreprise? Pas du tout, je déteste me raconter, mais je le fais pour toi. Merci. Merci pour ce cadeau en tout cas. Et en tout cas, les autres aussi, ceux qui vont nous écouter vont découvrir un petit peu justement peut-être cette facette que tu essayes pas de masquer, mais de mettre un peu plus de côté par rapport à d'autres qualités que tu as d'entrepreneur et de dirigeant. Alors, toi, tu es PDG du groupe Actua. Donc, Actua, c'est quoi? C'est un acteur, pour moi, incontournable dans le Grand Est de tout ce qui est recrutement et intérim. Et donc, l'entreprise a été fondée il y a bientôt 35 ans. Et toi, tu es dirigeant depuis combien de temps? J'attaque ma 12e année. Oui. Et elle a été fondée par mon père en 1991. Et voilà, moi j'ai un parcours bac théâtre au lycée international, puis Sciences Po droit. Je suis devenu avocat et au moment où mon père a voulu vendre l'entreprise, j'avais 28 ans et je me suis dit que c'était dommage qu'une entreprise familiale quitte ce giron. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de le rejoindre. Et voilà, et ça fait 11 ans que ça dure. Ok, alors dans cette phrase, il y a beaucoup trop d'infos. Calme-toi. que moi, j'ai envie de creuser un petit peu. Donc, tu dis que tu as fait un bac théâtre, Ouais. C'est ça? Ouais. Non, parce que moi, je suis de la vieille école où il y avait encore bac S, ES, L, et donc bac théâtre. C'était L théâtre. Ah, c'était L théâtre. Ouais, avec des comédiens de la troupe du TNS. Ok. Et une scénographie à créer. Et à l'époque... Donc c'était il y a 20 ans, 22 ans, et j'avais imaginé dans les entrepôts abandonnés du port du Rhin d'avoir une scénographie à base de grands cubes de béton qui bougeaient là-dedans, mobiles, et qui permettait de recréer un décor sur une pièce de Coltès. Voilà. Ok, mais donc du coup tu ne jouais pas, tu n'étais pas... Non, c'était une création écrite, et puis il y avait une épreuve aussi de jeu, mais qui était autre chose. Ouais. Ah ok. Parce que du coup, moi, je voyais un petit peu le lien entre le théâtre et après ton parcours d'avocat, mais en fait, pas du tout. C'était plutôt de la création scénographique. Ok, je te demanderai conseil pour mes scénographies d'événements, alors. Absolument, je suis hors de prix, mais... Donc, après ton bac, tu as fait Sciences Po à Strasbourg? J'ai fait une prépa Sciences Po. Une prépa Sciences Po, d'accord. Voilà, et puis au bout d'un an, j'ai eu Sciences Po, et j'y à suis Strasbourg? pas... Non, à Paris, et j'y suis pas allé. Ok. J'avais besoin de me recentrer et je sentais que je prenais pas forcément la bonne direction personnellement, et je suis revenu sur mes bases et en fac de droit. Voilà. À Strasbourg? À Strasbourg, pour me rapprocher de ma famille. Voilà. Donc une expérience à Paris, tu reviens à Strasbourg et là tu te lances en droit. Et tu avais une spécialité droit des affaires. Et à ce moment-là, du coup, ton papa qui a fondé l'entreprise Actua te dit je vais vendre. Disons que j'ai fait mon droit, ensuite j'ai fait un master 2, ensuite j'ai fait l'école d'avocat, ensuite j'ai bossé 3 ans, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, j'ai bossé en cabinet d'avocat, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit voilà, moi j'ai fait le tour du sujet, j'ai besoin de passer à autre chose, et je pense vendre l'entreprise. Un mois d'août 2013. Et donc c'est toi à ce moment-là qui t'es dit peut-être que je pourrais la reprendre? Ouais, il m'en a jamais parlé avant, il m'a jamais demandé quoi que ce soit, il m'a toujours laissé libre de mes choix. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit réfléchissons quand même parce que c'est dommage. Et c'était pas un secret espoir pour lui que son fils reprenne l'entreprise, pas du tout, ou c'est possible quand même. Ouais. Il a quand même semé la petite graine à un moment donné. Possible, ouais, je pense, avec le temps, en se disant advienne que pourra. Voilà, je lui dis au cas où, et s'il est voilà. d'accord. S'il doit se passer quelque chose, ça se passera à ce moment-là. Et donc au moment où tu as repris l'entreprise, il était encore là pour faire comme une passation, pour t'apprendre un petit peu des trucs pendant 15 jours. Et après, il est parti un mois en vacances. Et il m'a dit, je te laisse les clés. Et voilà, et puis sois bon.
Et voilà, donc il faut faire en sorte que ça fonctionne. Et puis après, il est resté comme garant de la transmission. Et aujourd'hui, c'est toujours évidemment un référent pour moi. Et voilà, on évoque des sujets qui sont les sujets les plus structurants, aussi des sujets qui sont des sujets patrimoniaux ou de vision à long terme. Voilà, mais tout l'opérationnel, et depuis la première année, c'est moi qui m'en occupe. Bon, bah chouette. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une transmission réussie. Mais il m'a fait confiance. Ouais. Je pense que dans la transmission, c'est hyper important. Et je ne sais pas si je serais capable d'en faire autant, parce que ça demande quand même une abnégation forte. Enfin, c'est son entreprise, il l'a créée, il est parti de zéro. Et à un moment, il laisse le volant à un jeune de 28 ans. Alors, je suis son fils, mais c'est pas pour ça que je vais réussir. Et il m'a fait confiance. Donc, c'est en me laissant les coups des franches et en me faisant confiance que ça a pu fonctionner. Bah, chouette. J'ai aussi su prendre ma place. Ouais. Mon petit caractère. Non, mais en tout cas, c'est pas évident parce que déjà, diriger une entreprise, c'est assez stressant. Parce que tu as quand même la pression de la réussite, de la gestion des collaborateurs, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Mais en plus, là, dans ton cas, tu as une petite pression peut-être supplémentaire de faire aussi bien que ton papa, ou que tu n'as pas envie de le décevoir, ou que tu n'as pas envie peut-être de gâcher ce qu'il a construit. Enfin... oui, il y a une forme de... On cherche toujours la reconnaissance de son père. Je pense qu'il y a ce truc-là structurel en nous. Mais je me suis assez vite... décomplexé d'un sujet, c'est que quand on reprend une entreprise familiale et qu'on est une génération 2 ou 3 ou 4, le regard extérieur est binaire, c'est-à-dire que soit on va dire de toute façon il réussit mais en même temps son père avait bien préparé les choses, donc bon, talent limité, soit il se plante et on va dire mais quel dommage, son père avait si bien fait les choses. Donc je me suis dit je m'affranchis du regard des autres, je trace ma route et je me protège de ça, et voilà, à moi d'évaluer ce que je mets en place et de me dire si je suis content de moi ou pas. Et donc du coup, le fait d'être content de toi, c'est toi qui t'auto-juges Oui. Ouais. C'est ça. Non, mais parce que... Je me mets pas devant un miroir pour me parler, hein, mais oui, c'est... Voilà, si je vois que les choses avancent bien, que les personnes qui travaillent avec moi sont bien, et que tout ça crée une alchimie positive, voilà, je me dis que c'est que je fais bien mon job. Est-ce que lui, maintenant, en regardant ça d'assez loin, comment dire, il est plutôt reconnaissant de ça, admiratif, ou il se dit tiens c'est marrant, il a fait ça comme ça alors que moi je l'aurais pas du tout fait. Est-ce que vous en parlez de tout ça, ou vraiment c'est maintenant c'est assez business, peu, mais assez peu. Voilà, je pense qu'il est content. Et de toute façon, quand il y a un point ou de divergence, ou voilà, il me donne son avis, donc je le sais. Et comment vous réglez ça du coup, vous en parlez aux soirées de Noël, les points de divergence. Joker. Non, on finit par se nourrir de l'avis de l'autre. C'est-à-dire que voilà, on va forcément parfois être frontal en disant moi je pense que c'est ça, lui va me dire moi je pense que c'est ça. Puis après je pense que chacun a l'intelligence de réfléchir en se disant que l'autre n'a pas complètement tort. Et donc voilà, on se nourrit de ça. Okay. Et on trouve toujours une issue. En tout cas, c'est très chouette, je trouve, comme histoire. J'ai eu l'occasion de rencontrer ton papa, et je trouve qu'entre vous, il y a un vrai respect qui transpire, vraiment. Même dans la manière dont vous vous regardez, dont vous parlez, il y a ce respect qui est là, et cette confiance mutuelle, en tout cas, ça se ressent, en tout cas de l'extérieur, et c'est vraiment, vraiment chouette. Il sait que je lui veux que du bien, et que je fais tout ce que je peux pour que ça se passe bien, et entre nous, et pour notre entreprise. Donc, voilà, et de manière inversée, je sais aussi que ses intentions ne sont que bonnes vis-à-vis de moi. Donc oui. Depuis que toi, maintenant, tu gères cette société, tu as mis ta patte, ta vision, ta stratégie, etc. Comment tu te définirais, toi, Mathieu, comme patron aujourd'hui ? C'est là où c'est hyper délicat de parler de soi. Tu y arrives plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Ça va ? Ouais, ça va. En fait, quand j'avais 28 ans et que j'ai repris la société, il y a 11 ans, j'ai eu une première année où j'ai essayé de lire et d'observer beaucoup de choses sur d'autres dirigeants d'entreprise, soit sur des reprises familiales, soit sur des créations, et de m'inspirer de façons de se comporter d'autres personnes. Et je n'étais pas forcément très bien là-dedans. Je cherchais la posture qui était censée être la meilleure pour que ça marche, voilà. Et au bout d'un an, je me suis dit en fait non, parce que j'attire des personnes qui ne me ressemblent pas.
parce que je ne suis pas moi-même. Et j'ai fait un espèce de reset de ce truc-là, en écartant ceux qui n'étaient pas les bons, et en me battant par contre pour attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, et en étant moi-même, que ce soit dans la vie privée, dans la vie pro. Enfin, tu me croises, tu me connais. Globalement, je suis la même personne tout le temps. Voilà, je peux être excessif sur un truc, mais je le serai de la même manière dans la vie pro et dans la vie perso. Et en fait, depuis, c'est génial. Voilà, ça fait 10 ans que c'est génial, parce que je réponds pas à ta question, mais en gros, je pense qu'être soi-même, c'est la vraie recette pour être bien et pour diriger son entreprise, parce qu'on agrège autour de soi des gens qui nous ressemblent. Mais du coup, tu dis que tu t'inspirais d'autres personnes, tu arrivais Ouais. d'autres modèles. C'était qui ces personnes-là? C'était Musk, par exemple? Non. En toute simplicité. En toute simplicité. Non, mais c'était des gens de ton entourage? Ouais, c'était des gens de mon entourage. Ok. Ouais, c'était des gens D'accord. de mon entourage avec qui je faisais des déjeuners pour parler, pour dire voilà, ce sujet, comment tu le traites, cette posture, comment tu l'adoptes, etc., pour essayer de comprendre ce que Ouais. c'était de diriger. Et en fait, ça faisait que j'adoptais par un effet de miroir des comportements qui n'étaient pas les miens, Mhm. qui étaient parfois trop durs, trop froids, trop. Voilà. Et en fait, je pense qu'on peut diriger différemment. Et en tout cas, moi, je le fais avec mon ADN. Mm. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, tant mieux. Bah, c'est vrai que cette question de posture, moi je la ressens beaucoup aussi. J'appelle ça plutôt le curseur. Mhm. C'est que constamment, en fait, je déplace le curseur d'un côté ou de l'autre. Et je me demande à chaque fois si je l'ai trop poussé, pas assez Oui. poussé, etc. Mais systématiquement, quoi. Je trouve que c'est hyper dur de savoir. On s'interroge tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. T'as jamais la bonne réponse, en fait. Tu sais pas. Non, et puis ça dépend aussi de qui t'as en face. Mm. C'est-à-dire que ce qui va marcher avec quelqu'un où tu te dis, là, franchement, ça s'est bien passé, j'ai trouvé la bonne attitude, la bonne manière de le gérer, et ben avec quelqu'un d'autre, ça va être tout l'inverse. Oui. Et c'est ça qui est difficile. Alors, c'est du management pur, mais je pense que dans le management, il faut garder de l'authentique. C'est-à-dire que on connaît le management avec le disque, tu sais, les couleurs, les 4 couleurs. Oui. Voilà. Ouais. Donc forcément, l'enjeu du manager, c'est de s'adapter à la personne qu'on a en face, pour que les mots qu'on emploie fassent écho en elle. Parce qu'on peut toucher une sensibilité qu'on n'imaginait pas. Peut-être que dans son passé, il lui est arrivé quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'elle n'a pas à nous révéler. Et en fait, avec certains mots, on va faire écho à ça et ça va avoir un écho beaucoup trop fort par rapport à ce qu'on voudrait. Il y a des gens qui sont plus rationnels, d'autres plus émotionnels. Et il faut s'adapter à ça en tant que manager. Le seul truc, c'est que ça doit rester authentique. Pour moi, un manager qui n'est qu'une construction, à un moment, le masque tombe. En fait, on peut pas emmener les gens comme ça avec soi. Donc, faut s'adapter, effectivement, en se disant attention, où est-ce que je mets le curseur pour bien faire, mais en gardant ce qu'on a vraiment au fond dans les tripes. Oui, mais ce que toi, tu as vraiment au fond, ça dépend aussi de toi. Oui, exactement. Mais donc c'est pour ça qu'in fine, tu agrèges autour de toi des gens qui ont forcément, il y a un moment, un point commun avec toi, il y a quelque chose qui nous rapproche en termes de valeurs. Il y a un truc profond qui nous rapproche. Après, il faut trouver la meilleure manière de s'exprimer et de les emmener avec nous, mais pour moi, il doit y avoir un vrai lien. Mais je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est vrai que j'entends aussi le discours inverse, qui te dit justement il ne faut pas être avec des gens qui te ressemblent, parce que si tu es que avec des gens qui pensent comme toi ou qui réussissent comme toi, et ben c'est là où tu perds un peu de créativité, etc. Mais moi j'ai du mal aussi à être... Il ne faut pas chercher des miroirs, mais il y a forcément un point commun en termes de valeurs. Ouais. C'est-à-dire que la personne peut être extrêmement... commerciale et très axée business par exemple, et elle va travailler avec moi, alors que moi je vais être plus créatif, voilà. Mais par contre je sais que quand on se tape dans la main, sa parole elle est authentique, et que ce qu'il me dit c'est vraiment ce qu'il pense profondément, et ça c'est un truc qui nous lie, parce qu'on sait l'un l'autre qu'on n'est pas pareil, mais par contre qu'il y a ce point commun entre nous. Pour moi c'est ça ce que je vais chercher. Ok, écoute, c'est très intéressant. En tout cas, moi j'ai eu la chance d'organiser tes événements internes. Donc tu as aujourd'hui 150 collaborateurs qui sont répartis dans un grand quart, on va dire nord-est, même jusqu'à Lyon, un petit peu d'agences qui se retrouvent une fois par an. Et en fait, moi ce que j'ai pu percevoir en tout cas de toi, c'est que dans l'organisation des événements que tu fais pour tes collaborateurs, tu y mets énormément de cœur et justement énormément d'authenticité. C'est-à-dire que ça se ressent que tu as envie de faire quelque chose pour eux, qui leur fasse plaisir, mais qui te correspond aussi à toi. Et c'est quand même assez précieux, ça, je trouve, parce qu'on organise pas mal d'événements pour d'autres entreprises. Et puis, c'est vrai que
que c'est rare qu'un patron, en fait, il mette autant de cœur et tu les gâtes vraiment. Et donc, pour toi, est-ce que c'est important d'avoir ce lien de proximité ? Hyper important. Ouais. Oui, parce qu'on a 3 personnes qui travaillent à la communication, donc je pourrais très bien, ou au marketing, je pourrais très bien déléguer cette partie événementielle, mais cet événement-là, 2 fois par an, il y a la fête de Noël, et puis l'été, on fait un événement aussi familial, où on propose aux conjoints, aux enfants de venir aussi pour se connaître un peu mieux. Mais oui, ces événements, ils sont vraiment importants pour moi. C'est une façon de dire merci pour l'année qu'on a partagée, et de prendre une parenthèse de quelques heures dans l'année pour partager autre chose que du boulot. Oui, mais alors est-ce que c'est parce que tu veux découvrir une autre facette de tes collaborateurs ou est-ce que toi tu veux montrer une autre facette du patron justement qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ? Non, je pense que moi, encore une fois, je suis à peu près toujours pareil. C'est vraiment pour leur dire merci et pour partager autre chose. Voilà. Okay. Juste sortir de notre contexte habituel et tisser des liens. En fait, je pense que globalement, on n'est pas sur Terre pour très longtemps. Ouais. Donc, si on ne vit pas les choses de manière intense, avec du lien, avec des émotions, c'est pas très intéressant. Donc moi, j'ai besoin de vibrer, quoi. Voilà. Et je trouve que ce moment, il doit être vibrant. Okay. En fait, c'est ça mon challenge tous les ans, c'est de créer quelque chose de vibrant. Je ne peux que être d'accord avec toi. Ouais. Et tu as remarqué, justement, toi, tu es dans on va dire une profession en fait, que je trouve assez admirable dans le sens où tu gères une équipe, donc 250 personnes, donc tu gères de l'humain, mais qui eux-mêmes recrutent d'autres gens, donc qui eux-mêmes recrutent de l'humain. Ouais. Donc, c'est que de l'humain. Que de l'humain, à fond, de A à Z. À fond la caisse. Et donc moi, je me suis vraiment posé cette question pour parler un petit peu vulgairement. Est-ce que les emmerdes ne sont pas puissance 2 ? Alors, les emmerdes sont nombreuses, ouais. Comme dans tous les jobs. En revanche, la satisfaction d'arriver à recruter, à identifier un candidat et à créer un lien avec ce candidat, à comprendre qui on a en face de nous et le faire rencontrer un client et que ce client nous appelle et nous dise mais la personne que vous m'avez proposée, mais je l'attends depuis des mois, en fait c'est génial, c'est exactement cette personne-là qu'il me fallait. Et ben un match comme ça efface 10 jours d'emmerde. Voilà. Mmh. Donc pour moi, il y a vraiment cette satisfaction, cette espèce de puissance, encore une fois, émotionnelle, et puis c'est ultra gratifiant d'arriver à recruter la bonne personne pour le client qui nous fait confiance. Ça veut dire qu'on a réussi à comprendre son mindset, à savoir quel candidat on avait en face de nous et à créer cette rencontre. Voilà, pour moi, ça gomme tout le reste. Oui, mais je le disais dans un podcast précédent, ma devise, c'est il faut que la joie dépasse la peine. Donc, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que tu étais prêt à encaisser beaucoup de choses. Mais... Oui, parce qu'on a quelque chose qui nous remplit énormément. Exactement. En face. Tu as quelque chose qui te remplit et qui te fait tellement oublier et qui te dit, mais en fait, c'est ça, quoi, que c'est ça qui m'anime. Et peu importe les emmerdes, justement, que j'ai eues avant. Puis on n'a pas une vie plus dure que d'autres. Il y a des métiers qui sont très pénibles. Nous, on a la chance d'avoir un métier tertiaire. On est au chaud en hiver, on est dans la clim en été, on est dans un bureau. Voilà, donc il y a des personnes qui ont des jobs qui sont vraiment durs et voilà, donc je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre, mais oui, évidemment, il y a plein de difficultés, il y a plein de déceptions, parfois aussi, parce qu'on mise sur des personnes qui sont pas comme on l'aurait aimé, mais voilà, mais chaque rencontre réussie nous booste et nous rappelle le sens de ce qu'on fait. Ok, mais alors justement, tu as à peu près 1800 clients pour lesquels justement tu recherches des talents, des personnes, etc. On peut dire que Actua, c'est aujourd'hui un petit peu le baromètre du marché du travail. Comment toi, tu te places un petit peu dans tout ça, avec l'actualité, comment tu t'adaptes, il y a aussi tout ce rapport au travail par rapport aux générations. Enfin, moi, je trouve que en plus de trouver la bonne personne, comme tu le dis, pour le bon client, tu dois aussi t'adapter dans un contexte qui, des fois, un petit peu nous dépasse un petit peu tous, et aussi à ces différentes générations. Donc, à la fois, c'est passionnant, c'est riche. Et pour te donner une question un peu plus précise, c'est comment vous faites, vous et toi et tes collaborateurs, pour vous adapter à ça, et notamment aux générations qui ont un rapport totalement différent au travail. Alors, on se lance dans le point social. Ouais. C'est un vaste sujet. Alors, en interne, déjà, on
on fait 4 réunions avec nos managers et nos consultants par an. Et lors de ces réunions, on fait venir des intervenants extérieurs. On a fait venir une personne qui nous a formés sur le management des nouvelles générations. Ok. Et on a pris une demi-journée vraiment pour réfléchir à qui sont les nouvelles générations. Donc c'est la fameuse Gen Z. Oui, et quelles sont leurs attentes. Ouais. Et comment les emmener avec nous sur un projet, en fait. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas adhérer à certaines choses et qu'est-ce qui va faire qu'elles auront envie d'adhérer à notre projet. Ça, c'est principalement pour nos équipes dans nos agences, pas tant pour les intérimaires que pour nos équipes. Parce que les intérimaires doivent finalement, on les recrute, mais on les délègue ensuite chez un client. Donc leur quotidien ne sera pas avec nous. Voilà. Mais par contre, pour nos équipes, oui, on travaille sur ce sujet. Et c'est un vrai challenge d'arriver à s'adapter. Et cette génération est incroyable. Enfin, c'est fou ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que il ne faut pas se mettre en défiance parce que c'est eux l'avenir, c'est pas nous. Hein. Donc, faut comprendre, trouver les bons leviers et les emmener. Et il y a des choses qui sont plus acceptées aujourd'hui. Et ils ont peut-être pas tort. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Je dis ils parce que je vais avoir 40 ans et donc je suis pas dedans, en fait. Oui, mais du coup, tu disais que tu le faisais pour tes collaborateurs, mais même pour tes clients finalement, parce que quand tu recrutes des intérimaires pour tes clients qui aient justement 50 ans ou 20 ans, tu dois aussi... en fait, la pédagogie, là, on doit plutôt la faire avec les clients. Avec les clients, ouais, ok. Parce que nous, recruter le collaborateur, c'est notre métier. En fait, ouais. on saura identifier la personne. Par contre, c'est plutôt avec le client qu'on doit faire de la pédagogie pour dire, voilà, le jeune en question, il va venir en vélo au travail, donc il ne pourra pas être là à 8h. Mais par contre, s'il démarre à 8h30 et que c'est une pépite, il faut peut-être lui donner sa chance quand même. Mm-hmm. Et ce n'est pas grave. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les problématiques et les gros enjeux du marché du travail en France? Enfin, c'est quoi tes problématiques du coup que tu dois résoudre? Alors déjà là, en 2025, c'est globalement le niveau d'activité économique. Ouais. On démarre pas sur une année incroyable. Beaucoup de prudence. On n'a pas de budget. On a un gouvernement qui est flottant depuis 8 mois. Beaucoup de prudence dans les entreprises. Et qui dit prudence dit calme sur les recrutements. Nous, on a une activité cabinet de recrutement qui est quelque chose qui prend beaucoup de place aujourd'hui chez nous dans notre groupe, en plus de l'intérim. Et on sent sur le cabinet qu'avant de s'engager sur un poste en CDI, avant d'ouvrir un poste en CDI, la prise de décision devient très longue. Sur la partie intérim, on arrête d'abord les intérimaires parce que c'est un contrat plus flexible. Et on a beaucoup de clients qui disent, écoutez, on met en pause sur le début d'année, on reprendra plus tard. Mais on attend de voir quel va être le niveau d'activité cette année. Okay. Donc, le vrai défi aujourd'hui, c'est de créer du mouvement autour de nous parce que le mouvement ne vient pas naturellement. On va dire que naturellement, l'activité est calme. Et quand tu es face à des problématiques comme celle-là, où tu dois forcément réfléchir à comment t'adapter, etc., comment tu trouves tes idées? Est-ce que justement, tu disais que tu t'inspirais quand tu étais plus jeune d'autres dirigeants, etc. Aujourd'hui, comment tu trouves des parades en me rasant le matin dans la salle de bain. Il s'en passe des choses devant ton miroir le matin. Non, en écoutant, en rencontrant, j'essaie d'être toujours ouvert à 360 degrés. C'est-à-dire lire, écouter, rencontrer, s'inspirer. Et il faut avoir des temps de réflexion. Et tu lis quoi? Enfin, les magazines spécialisés, la presse La presse économique, mais ça peut être aussi de regarder des podcasts, ça peut être de se balader sur LinkedIn, de regarder des personnes qui sont influentes et qui ont des opinions et des points de vue. Dont je ne vais pas adhérer au point de vue forcément et reproduire ce qui est écrit, mais par contre, m'en nourrir, l'intégrer et me faire réfléchir, en fait. Et puis rencontrer des personnes autour de moi et avec qui je discute à bâton rompu, en fait. Oui. Je pense qu'on n'a pas la science infuse, hein. Enfin, c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je sais tout mieux que les autres. Oui. Donc, j'essaye ça. Et puis, après, j'ai mes convictions aussi, évidemment. Mm-hmm. Mais oui, se nourrir des autres. Et donc, c'est ça qui t'aide à prendre des décisions? Oui. Et c'est quoi les dernières grosses décisions un peu stratégiques que tu as prises? Alors, côté business, on a été très axé sur le recrutement depuis plusieurs années. Parce que trouver le talent est devenu déterminant pour les clients. Donc il y a un vrai déséquilibre. Il y a eu depuis la sortie du Covid un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que les clients étaient extrêmement demandeurs
Les entreprises étaient extrêmement demandeuses de talents et il fallait mettre beaucoup d'énergie pour les identifier parce que pénurie. Voilà. Et en fait, depuis 6 mois, on a réaxé avec une plus grande force commerciale. Parce qu'on se rend compte que la demande a tendance à se calmer, ralentissement de l'économie, donc il faut être plus proactif commercialement aussi. Donc c'est ce rééquilibrage entre l'identification du candidat pépite qu'on rêve de croiser et aussi créer le mouvement côté commercial. Ça, c'est la décision stratégique business qui a été prise dans les derniers mois, donc à partir de la rentrée septembre 2024. Et l'autre point, c'est plus en termes de vision d'entreprise, où les convictions que j'ai doivent à un moment s'incarner. Et au bout de 10 ans de direction d'Actua, j'ai commencé à m'interroger sur ce que j'avais envie de laisser comme trace et de me dire, tiens, mais dans 15 ans, quand je me retournerai, est-ce que j'ai envie de me dire, ben voilà, j'ai fait pendant 25 ans exactement la même chose dans l'entreprise structurée de la même manière, ou est-ce que j'ai envie d'autre chose ? Et donc on a pris la décision de déménager notre siège social pour créer des locaux qui sont beaucoup plus en phase avec justement les nouvelles générations. On va mettre à dispo des vélos électriques pour des mobilités douces dans Strasbourg, le midi, aller déjeuner avec des potes en ville, voilà, de manière très simple, très fluide, avec un espace terrasse pour que tout le monde puisse profiter aussi, quitte à finir l'après-midi avec des briefs de manière un peu plus détendue, enfin voilà. Et donc ça, c'est pour la qualité de vie au travail. Et après, on va créer une fondation d'entreprise pour structurer notre action de mécénat. On a commencé en 2020 avec différentes opérations de mécénat, et puis c'est parti dans beaucoup de directions, et ça s'est renforcé, et je me suis dit l'année dernière qu'il fallait partir vraiment là-dedans, et pour affirmer tout haut ce qu'on fait aujourd'hui de manière discrète, et peut-être évangéliser aussi d'autres chefs d'entreprise autour de moi en se disant que l'impact de l'entreprise, c'est pas que de créer de l'argent, c'est aussi de créer de la valeur sur un territoire et de redonner une partie de ce qu'on a la chance d'avoir à ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc cette fondation d'entreprise aura pour vocation de structurer notre action de mécénat. Ok, très chouette, bravo. Et alors, quand tu prends ce genre de décision, t'as une conviction et tu y vas à fond, Oui. et c'est comme ça. Oui. tu ne doutes pas, du coup. Tu ne te dis Non. pas un jour je vais faire ça, et puis après peut-être que... Non. D'accord, donc tu es un homme de conviction et tu défends tes idées et tu y vas à fond. Oui, je me plante aussi parfois. Ok, et alors comment tu réagis quand tu te plantes ? Je dis que je me suis planté et qu'on va corriger le tir, avec humilité. Hein. Ok, donc quand tu te plantes, par exemple, t'es pas du tout du genre non plus à t'effondrer. Non. Voilà. Et je digère, voilà, d'abord en me disant, je m'en veux en fait. Tu t'en veux ? Voilà, parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de toutes les personnes qui me font confiance et qui bossent chez nous, donc j'ai pas le droit de me planter moi. Et voilà, et puis parfois je prends des décisions qui sont pas les bonnes, et ça arrive, et voilà, et je fais tout après pour corriger, rattraper, et dès que j'en prends conscience, arriver à accepter que je me suis trompé et corriger le tir le plus vite possible. Et c'est un exercice qui est plutôt facile à assumer chez toi, ou parce que il y a certaines personnes, là on recevait Thomas qui disait ça arrive à tout le monde, faut avancer, etc. On continue. Ouais, c'est clair. Et toi tu partages aussi ça. Ouais. Moi je pense que pour moi la meilleure réaction c'est de dire écoute, voilà, comme tout le monde je me suis trompé, j'ai fait une erreur d'appréciation, effectivement, j'aurais dû écouter, j'aurais dû considérer les choses différemment, et voilà, donc désolé les gars, et on tourne la page et on avance. T'as un exemple concret que t'aimerais nous partager ? C'est délicat. De plantade ? Ouais. Alors, nous, on est dans le recrutement. Donc, en fait, je vais pas acheter la mauvaise machine, outil qui va planter mon usine. Ça va être une personne qu'on va recruter, en qui on va croire et qui va pas être la bonne. Donc, oui, j'ai en tête 1 ou 2 exemples de personnes en qui j'ai cru, en qui j'ai accordé ma confiance, et qui je pense n'ont pas été ont peut-être abusé de ça, voilà. Et puis moi je l'ai pas vu. Oui, mais du coup ce n'est pas que de ta faute. Est-ce que t'as, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui m'ont alerté que j'ai pas écouté. Ok, d'accord. En me disant mais non, je suis sûr de mon coup. Ok, donc ça là va marcher. Quand tu te remets en question, c'est plus en te disant j'aurais dû écouter telle et telle personne. Oui, parce que après avec des si, franchement, on refait toutes les histoires. Donc si à un moment j'ai pas écouté, c'est que j'étais sûr de moi à ce moment-là. Et puis voilà.
Et comme tout le monde, il y a dû y avoir un biais cognitif qui a fait que je me suis planté. Ok, donc tu dors plutôt bien la nuit. Si tu Oui. assumes un petit peu tout ça, Ouais. t'es pas du genre à cogiter et tout ça et à ruminer. Alors, on a failli racheter une entreprise l'année dernière, qui était un de nos confrères, qui était de plus petite taille que nous et qui nous aurait permis d'avancer sur un territoire. Et en 11 ans, c'est la première fois que j'ai pas dormi pendant 3 nuits. Ok. Et du coup, je l'ai pas fait parce que j'en ai parlé avec mon épouse et je lui ai dit c'est bizarre, je dors pas. Cette histoire, elle me taraude. Je suis en train de rédiger la lettre d'intention, voilà. Et elle m'a dit mais c'est la première fois que ça t'arrive, c'est pas normal. Et j'ai pas fait ce projet et je pense que j'ai bien fait de pas le faire parce que c'était pas nous. Voilà. Ouais. Voilà, donc du coup, tu t'es écouté. Je me suis écouté, ouais. Et tu t'es dit, c'est quand même bizarre, si je ressens ça, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a un truc, faut pas y aller, quoi. Ok. Comment tu te ressources ? J'ai envie de dire une connerie. Dans Mais tu peux, l'alcool. Non. Comment je me ressource Alors, mais je peux dire un truc cuculapral ou Ah, mais tu dis ce que tu veux, on peut être cuculapral, il n'y a pas de problème. Non, auprès des miens. Je me ressource vraiment avec mes enfants et ma femme. Dans mon cocon, en fait. Mais c'est pas du tout cuculapral. Non, je confirme. Hein. Donc, parce que c'est pour ça que ça s'appelle un foyer, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est les endroits où voilà, on peut se lâcher, se ressourcer. Je me ressource j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de donner de l'amour. Voilà, donc il y a ça, ce lien. Je pense qu'on donne jamais trop d'amour à ses enfants, à ses proches, à ses amis. Voilà, donc il y a ce truc ce besoin-là, viscéral. Je peux être un peu envahissant parfois avec ça. Et après, en dansant sur du Goldman à fond. Et du Céline Et Dion. en sautant partout sur les canapés. Et voilà comment on se ressource. Voilà. Non, mais c'est les autres qui me ressourcent, en fait. C'est ceux que j'aime et qui m'aiment. Et voilà, c'est ça. Et tu as des activités, je sais pas, sportives, culturelles, qui te font justement penser à autre chose, qui te permettent de décompresser un petit peu L'architecture, je suis fan d'architecture et On revient à la source. de matière, voilà. Donc ça, je peux me plonger dans des livres, dans des expos, dans des lieux qui vont me toucher vraiment. Et je suis encore dans le truc sensible et tout, mais bon, c'est moi, hein, c'est comme ça. Et la montagne, j'ai une vraie connexion avec la montagne où j'arrive vraiment à poser mon téléphone et à être dans des lieux qui sont vibrants, quoi. Voilà. Et au ski, parce que vu que je skie pas bien, si je commence à regarder mes mails en skiant, je suis sûr de me prendre un sapin, donc je suis obligé de me concentrer sur ce que je fais. Voilà. Alors, on va essayer de faire un petit... Je suis pas sérieux. Mais non, mais c'est très bien. Écoute, moi aussi, je skie. J'aime beaucoup la montagne aussi. Voilà. Donc, voilà. On va faire un petit exercice un peu difficile, intellectuellement, mentalement parlant. On va se projeter dans le futur. Donc, on est en 2050. Donc, tu sais en 2025, les générations, parce qu'on parlait de générations avant, où les enfants qui naissent aujourd'hui sont cette fameuse génération bêta. Donc, c'est une génération qui est née avec l'intelligence artificielle. Donc, moi qui ai connu la naissance d'Internet et tout, ça me paraît assez ouf de me dire que les gamins aujourd'hui... le Minitel, dis-le. Le Minitel aussi, le fax, enfin tout ça. Et en fait, ces enfants-là, quand ils auront 25 ans, donc nous, on aura... Faut mieux pas calculer. Oh mon Dieu, je viens de le faire dans ma tête. J'aurai 70 balais. Tu sais qu'on sera toujours là. Hein. Peut-être. T'as branché ton appareil auditif. Ouais. Comment tu vois le travail dans 25 ans, le marché du travail? On parlait de ces nouvelles générations qui ont tout à nous apprendre. Comment tu imagines ça? Beaucoup de progrès, je pense. Beaucoup de choses qui sont encore archaïques aujourd'hui, qui ont évolué. Voilà ce que j'imagine, plus de confort dans le travail. Et je redoute juste moins de liens. Parce que digitalisation excessive de tout. Et voilà, moi je suis un
un convaincu du lien et des moments partagés autour de la machine à café le matin. Et que ça nous nourrit et que c'est là qu'on apprend beaucoup et que c'est nécessaire à la vie de l'entreprise. Donc j'espère juste qu'on ne sera pas trop distants les uns des autres et à communiquer sur nos portables alors qu'on est dans le bureau d'à côté. Voilà. Et est-ce que comme ton papa, tu as le secret d'espoir qu'il y ait un de tes enfants qui reprenne l'entreprise ? Exceptionnelle question. Alors, ils ont 4 et 7 ans. Ouais. Pas évident de se projeter. Ça serait une superbe aventure. Maintenant, on verra où on sera dans une vingtaine d'années. Merci Mathieu. Je vais finir juste avec 5 questions pour de vrai. Donc, c'est des questions courtes et donc ça appelle des réponses un petit peu plus courtes. Et donc, pour de vrai, est-ce que tu penses avoir réussi ? Je peux te dire ça dans 20 ans. Ouais. Donc, tu es en phase de réussite ? Peut-être. J'aurais réussi si dans 20 ans, je me retourne et que les gens avec qui j'ai bossé ont été bien avec moi. Si ma femme est toujours à mes côtés et que mes enfants sont épanouis et bien dans leur basket. Voilà. Et qu'ils aient repris l'entreprise. Si c'est ça qui les rend heureux. À quoi as-tu dû renoncer pour en arriver là où tu es ? Rien, je pense. Rien. J'ai renoncé à rien. C'est chouette. Donc, pour de vrai, qui est ton modèle ou ton mentor ? À part Elon Musk. À part Goldman et Céline Dion ? Oui. Je suis très admiratif de Bernard Arnault et de son parcours et de sa vision de chef d'entreprise. Ok. Et pour de vrai, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi ? Que j'ai été sincère dans mes relations avec les autres. Ok. Merci beaucoup Mathieu. J'espère que cet exercice qui était une nouveauté pour toi t'a plu. Je me sens tout nu. J'ai raconté toute ma vie. Où est-ce qu'on peut retrouver les actualités, les infos de ton groupe, de toi ? Alors, un peu d'Instagram, un peu de TikTok. Et TikTok. Puis, Okay. ouais, beaucoup de LinkedIn. Ouais. Actua, agence d'emploi, Sésame, cabinet de recrutement. Et puis www.actua.fr, www.groupeactua.fr aussi pour avoir l'entité de tête qui regroupe nos cabinets de recrutement et la structure Actua qui est la structure intérim. Ok. Merci. Merci, Caro. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir que vous suiviez cette aventure avec moi. Merci.